Chapitre 26. Que la lumière soit. L'ensoleillement, dont j'ai eu maintes fois l'occasion de parler, est un facteur de première importance pour la forêt. Cela va de soi, puisque les arbres sont des végétaux qui doivent réaliser la photosynthèse pour survivre. Les pelouses et les massifs de fleurs de nos jardins étant suffisamment ensoleillés, le bon développement des plantes nous paraît surtout tributaire de l'arrosage et de la qualité de la terre. Au quotidien, nous ne nous rendons pas compte que la lumière est le plus important de ces trois facteurs, et comme nous transformons volontiers notre cas particulier en tendance générale, nous ne voyons pas qu'une forêt naturelle a de toute autre priorité. En réalité, on s'y bat pour la moindre parcelle de soleil, au point que toutes les espèces se sont spécialisées afin d'avoir quelque chance d'accéder à un minimum d'énergie. Tout en haut de l'édifice, à l'étage des chefs, les houppiers des hêtres, des épicéas et des pins, qui s'étalent sans vergogne, captent 97% de la lumière solaire. C'est brutal et égoïste, mais quelle espèce ne prend pas tout ce qu'elle peut prendre? Les arbres doivent d'avoir gagné la course à la lumière uniquement à leur aptitude à développer de longs troncs. Un végétal n'acquiert cependant un tronc long et stable qu'à un âge avancé, car fabriquer du bois consomme des quantités phénoménales d'énergie. Pour atteindre sa taille adulte, le tronc d'un hêtre, par exemple, a besoin d'un volume de sucre et de cellulose équivalent à 1 hectare de blé. Il est compréhensible qu'il lui faille non pas une, mais 150 années pour grandir et se développer. Mais ensuite, hormis d'autres arbres, quasiment aucun végétal ne lui fera de l'ombre, et il est tranquille pour le reste de ses jours. Sa progéniture est programmée pour survivre avec le peu de luminosité qu'il laisse filtrer, et elle a toujours droit à des perfusions de nourriture par les racines. Au niveau de la strate herbacée, elle est la seule à bénéficier de ce régime. Ses voisins ont dû développer une autre stratégie. C'est le cas des plantes à floraison précoce qui enchantent la forêt. En avril, la terre brune des sous-bois de vieux feuillus se couvre d'un tapis de fleurs blanches. Ce sont les anémones sylvie, auxquelles se mêlent parfois des fleurs jaunes ou bleues violacées, comme celles des hépatiques. Les hépatiques doivent leur nom à la forme de leurs feuilles, qui rappellent celles du foie humain. Ce sont des petites plantes têtues. Quand elles sont quelque part, elles ne veulent plus en bouger. Leur multiplication par dissémination des graines étant très lente, on ne les trouve que dans les forêts de feuillus ayant plusieurs siècles d'existence. Les plantes semblent donner tout ce qu'elles peuvent au risque de s'épuiser. Cette débauche de fleurs est dictée par la brièveté de la fenêtre de lumière qui s'offre à elles. En mars, quand le premier soleil de printemps réchauffe le sol, les feuillus, encore en dormance, ne portent pas de feuilles qui puissent faire de l'ombre. Les anémones sylvie et leurs cousines profitent de la chance qui leur est ainsi donnée, jusqu'au début de mai, de constituer des réserves de glucides pour l'année suivante. En même temps qu'elles stockent des nutriments dans leurs racines, ces petites merveilles doivent aussi se multiplier, ce qui coûte encore de l'énergie. Mener à bien tout cela en 1 à 2 mois est un exploit sans cesse renouvelé. Dès que les bourgeons des arbres s'ouvrent, le sous-bois est plongé dans la pénombre et les fleurs doivent de nouveau se plier à 10 mois de pause forcée. Revenons sur le quasiment aucun végétal, dont je parlais plus haut à propos des potentiels concurrents des arbres. Quasiment aucun, cela ne veut pas dire aucun. Il existe en effet des plantes qui partent à l'assaut des cimes. Démarrer du sol est particulièrement ardu et lent. L'opération nécessite de la patience et de la ténacité. C'est tout à fait dans les cordes du lierre. Il démarre petites graines au pied d'essence de lumière, ces espèces qui consomment du soleil sans compter, tout en laissant filtrer des quantités non négligeables jusqu'au sol. Dans un premier temps, le lierre s'en satisfait et recouvre le sol de véritables tapis sous les pins ou les chênes. Puis un jour, une pousse commence à escalader un tronc. Seul végétal de nos contrées à procéder ainsi, il grimpe aux arbres à l'aide de racines crampons qui s'accrochent à l'écorce. Il monte, monte encore, et 2 ou 3 décennies plus tard, il atteint le sommet du houppier. Il peut y vivre et prospérer plusieurs centaines d'années.
quoique les exemplaires séculaires soient plus fréquents sur les parois rocheuses ou les ruines de châteaux forts. À en croire la littérature spécialisée, le lierre serait sans danger pour les arbres. Non seulement je ne peux le confirmer, mais si je me réfère à ma seule expérience personnelle, j'aurais même un avis diamétralement opposé. Les arbres de mon jardin, notamment les pins, qui ont besoin de beaucoup de lumière pour leurs aiguilles, n'apprécient pas du tout cette concurrence qui envahit leurs cimes. Les branches meurent les unes après les autres, jusqu'à affaiblir les arbres au point de les tuer. Les tiges, qui enserrent le tronc et peuvent elles-mêmes devenir grosses comme des arbres, infligent aux pins et aux chênes les mêmes souffrances qu'un serpent constricteur à la proie qui l'étouffe. Le phénomène d'étranglement est plus visible avec le chèvrefeuille des bois. Ces tiges volubiles aux jolies fleurs parfumées ont une prédilection pour les très jeunes arbres. Elles enlacent leurs troncs avec une telle vigueur qu'elles les creusent en spirale à mesure qu'ils grossissent. Les arbres ainsi déformés sont très prisés comme bâtons de marche et donc souvent coupés prématurément, mais ils n'auraient de toute façon pas survécu bien longtemps dans la nature. Ralentis dans leur croissance par le chèvrefeuille, ils sont vite dépassés par les arbres intacts. S'ils parviennent néanmoins à grandir, un coup de vent plus fort qu'un autre peut les briser au niveau de la spirale. Le gui s'épargne la pénible étape de l'ascension. Il démarre directement de tout en haut en confiant aux grives et aux fauvettes, qui fourrent leur bec dans ses fruits, le soin de disperser ses graines collantes sur les branches des houppiers. Mais comment accède-t-il à l'eau et aux nutriments, aussi haut dans les houppiers et sans contact avec le sol? Tout ce dont il a besoin est présent en abondance autour de lui, dans l'arbre. Il n'a qu'à se servir. Pour ce faire, il plonge une racine suçoire dans la branche sur laquelle il est posé et peut ainsi aspirer ce qui lui est nécessaire. Végétal chlorophylien, il est capable d'assurer sa propre photosynthèse et ne soutire à l'arbre hôte que de l'eau et des sels minéraux. La science le considère comme un hémiparasite, en d'autres mots, un parasite à moitié. Cela ne change guère la donne pour les arbres touchés, car le gui, qui se multiplie d'année en année, finit toujours par envahir les houppiers. Les individus atteints se repèrent surtout l'hiver, quand les touffes vertes se détachent sur les branches nues. Certains sont tellement infestés que leur survie est compromise. La saignée permanente affaiblit l'arbre, qui au surplus perd progressivement son accès à la lumière. Comme si cela ne suffisait pas, les racines profondément enfoncées dans le bois sont autant de points de faiblesse disséminés sur la structure. Le houppier rétrécit à mesure que les branches fragilisées cassent. Certains arbres n'y résistent pas. Les mousses, qui utilisent les arbres uniquement comme support, sont moins nocives. De nombreuses espèces ne possèdent pas de racines. Elles se fixent à leur support à l'aide de rhizoïdes, des filaments qui, dans le cas des arbres, s'accrochent à l'écorce comme des crampons. Faible consommation de lumière, pas d'absorption de nutriments ni d'eau dans le sol et pas de ponction de l'arbre, comment diable survivent-elles? Les mousses se contentent de peu. Concernant l'eau, elles emmagasinent ce qu'elles peuvent puiser dans la rosée, le brouillard ou la pluie. D'ordinaire, cela ne suffit pas, car les arbres soit font parapluie, les épicéas et leurs cousins, soit utilisent leurs feuilles et leurs branches pour diriger l'eau vers leurs racines, les feuillus. Dans ce dernier cas, la situation est simple. Les mousses colonisent le côté du tronc où l'eau s'écoule après la pluie. Peu d'arbres sont parfaitement droits. Il y a donc presque toujours un côté plus arrosé que l'autre. Il suffit aux mousses de se brancher sur le petit ruisseau qui se forme au point haut de la légère inclinaison. J'en profite pour rappeler que, contrairement à une idée largement répandue, la présence de mousses ne désigne pas le côté du tronc qui serait particulièrement arrosé, car orienté du côté des vents dominants, donc à l'ouest, et permettrait ainsi de se repérer dans l'espace. En pleine forêt, les arbres freinent si bien le vent qu'en conditions normales, la pluie y tombe verticalement. Chaque individu penchant de plus dans un sens différent, la mousse a peu de chances d'indiquer une seule et même direction. Mieux vaut se fier à une boussole pour retrouver son chemin. Pour brouiller un peu plus les pistes, si l'écorce est rugueuse,
l'humidité peut stagner longtemps dans les petites crevasses, favorisant l'apparition de mousse sur toute la circonférence. La rugosité du tronc commence au niveau du sol, puis s'élève vers le houppier à mesure que l'arbre vieillit. Chez les jeunes arbres, la mousse est présente sur quelques centimètres au niveau du collet. Plus tard, elle peut envelopper tout le bas du tronc comme une chaussette. L'arbre n'en souffre pas, et le peu d'eau que les petits végétaux détournent est compensé par le fait qu'ils produisent à leur tour de l'humidité et contribuent ainsi au bon équilibre hydrique de la forêt. Voyons la question des nutriments. S'ils ne proviennent pas du sol, il faut que ce soit de l'air. Et ce sont des quantités de particules qui toute l'année circulent dans l'air de la forêt. Un arbre adulte peut en capter plus de 100 kilos dans les eaux de pluie qui ruissellent sur son tronc. Les mousses se gorgent de ce mélange eau de pluie-particules et en extraient ce qui leur est utile. La question des nutriments est réglée, reste maintenant celle de la lumière. Dans les forêts de pins ou de chênes, claires et aérées, l'accès à la lumière n'est pas un problème. C'en est un, en revanche, dans les forêts d'épicéas perpétuellement sombres. Même les moins gourmands en veulent une part, ce qui explique que la mousse soit souvent absente des jeunes populations de conifères denses et touffus. Il faut attendre que les arbres grandissent et que des trouées apparaissent ici et là dans la couverture végétale pour que le sol reçoive une quantité de lumière qui permette le développement des mousses. Dans les anciennes forêts de hêtres, la situation est différente, car les mousses peuvent profiter des intersaisons du printemps et de l'automne, où les arbres ne portent pas de feuilles. En été, elles manquent certes de lumière, mais ce sont des végétaux adaptés à la faim et à la déshydratation. Il arrive que plusieurs mois s'écoulent sans précipitation. Passez alors votre main sur un coussin de mousse. Il est sec comme un paillasson. La plupart des végétaux ne survivraient pas à une telle privation d'eau. Les mousses, elles, survivent. Une bonne pluie, elles se gorgent d'eau et la vie repart. Les lichens sont encore plus frugaux. Ces petits végétaux gris-vert résultent d'une symbiose entre un champignon et une algue. Pour se développer, ils ont besoin d'un support, quel qu'il soit, sur lequel s'accrocher. En forêt, ce sont les arbres. À la différence des mousses, ils grimpent haut dans la ramure, vers le soleil. Mais s'ils poussent déjà lentement, l'absence de lumière sous le couvert des feuilles ralentit encore leur croissance. Il est fréquent, même après plusieurs années de développement, qu'ils ne parviennent guère à former autre chose qu'un dépôt semblable à du moisi, que de nombreux visiteurs de ma forêt prennent pour un signe de maladie. Les arbres ne sont pas malades, les lichens ne leur font aucun mal. Il est même probable qu'il leur soit parfaitement égal de leur servir de support. Les petits végétaux compensent l'extrême lenteur de leur croissance par une longévité exceptionnelle. Ils peuvent vivre plusieurs centaines d'années et sont ainsi en parfaite adéquation avec la lenteur des forêts primaires.